Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de Québec Hunter. J'espère que vous allez bien. Avant de vous présenter nos invités, que j'ai très hâte de présenter, je veux remercier Brigade Web et Atelier QG. Brigade Web, c'est ceux qui montrent le beau vidéo que vous voyez en ce moment si vous l'écoutez sur YouTube. Si vous suivez notre page Instagram, vous avez vu des petits clips de podcasts. Ben, c'est eux qui vont faire ces petits clips-là là, comme pour mousser le podcast, pour que ça vous tente encore plus de l'écouter. Atelier QG, c'est ceux qui font le beau coton ouaté que Marcello porte en ce moment. Je sais pas si vous le voyez. La coche. Puis ils font mon t-shirt aussi. Celle-là, là. Quand même chaud. Puis là, je vais vous remercier à tous ceux qui en ont. De Ouais, qualité. il est chaud certain. Ouais, je le mets pas pendant le podcast, je donne trop chaud. Mais je vais remercier tout le monde qui en ont acheté. C'est super le fun de nous encourager. Merci beaucoup. J'espère que vous aimez le linge. Vous avez de l'air en tout cas parce que la plupart du monde, vous m'envoyez des photos de votre coton ouaté puis je trouve ça bien drôle. OK. Là, on est avec Jade Cabana et Maude Cyr. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ça va bien? Là, Oui. on va parler... Oui, hein? Ouais, en tout cas, il sourit au moins, il répond pas mes souris. On va parler d'une technique de chasse qui est vieille de 4000 ans puis qui fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. Ça se peut-tu? Ça vous dit-tu quelque chose? Et là, on va en perdre un paquet Ouais. de là. On espère. Ah, ben, écoute, je savais même pas tout ça là, quand on s'est dit qu'on parlerait de l'émission. Je trouvais ça cher pas mal. De quoi on va parler ce soir, mesdames? Je sais pas, Maud, Je peux commencer. C'est parce que, genre, faut pas se parler tout en même temps. Mais moi, je veux pas voler le punch, mais c'est ça. On va parler de quelque chose que, ouais, mais là, t'as dit 4000, mais moi, j'ai entendu 6000. Fait que, C'est vrai? Bon, les internets m'ont menti. Ben non, mais écoute, on peut trouver tout sur Internet, là, mais ouais, 6000 ans, un sport d'entraînement d'un animal que on n'utilise pas encore comme c'est peu connu. Fait que Jade, qui a toujours voulu être historienne dans sa vie. Oui, c'est vrai ça. Elle a fait le côté plus historique, puis moi je vais la laisser parler par rapport à tout ça en premier, puis après on va déblatérer pour le reste. Okay? C'est bon. Et puis avant que Jade tu partes sur l'histoire du sujet qu'on va parler, là je vous vends un punch tout de suite. Jade, au moment où on se parle, ben peut-être pas là, mais est en train de préparer l'histoire de la chasse au Québec. On va faire un podcast avec elle où elle va nous vendre ça, nous parler de ça. Puis je trouvais ça super intéressant parce que tu sais, la chasse, pour la plupart d'entre nous, on connaît parce que nos parents ou nos grands-pères chassaient, puis ça va pas plus loin que ça. Mais il y a vraiment beaucoup plus. Puis je pense que ça pourrait être super intéressant de savoir d'où vient cette passion-là. Puis Jade, elle va nous pimper le sujet. Puis j'ai hâte. Merci beaucoup, Jade. Bon, Jade, je te laisse aller. Connaissant Jade, on manquera pas une virgule là-dessus. Mais pas une virgule. Tout va être impeccable. Jade, c'est comment on dirait ça? Quelqu'un qui remette vraiment tout à sa place, là. L'adjectif me manque, là. Quelqu'un de, bref, perfectionniste. Perfectionniste. Merci, Simon. Simon, avant que je donne la parole aux filles, je fais une tranche de vie, puis je dois faire une salutation là-dedans. Tu le sais, je suis guide de chasse à la sauvagine. J'ai reçu un client récemment qui m'est arrivé dans la cache. Il s'est mis à me parler de nos podcasts. Il s'est mis à me parler d'affaires que je me souvenais même pas que j'avais dit. Écoute, il les a écoutés 2, 3, puis 4 fois chaque podcast. Je fais un salut particulier à Michael Millette Demers, un de nos fidèles dans l'auditoire. J'ai dit, écoute, il me perdait moi-même sur des choses qu'on a parlé. Tellement que lui, fait qu'il aimait bien nos podcasts. Fait que je me disais, je vais y faire un beau check. Ça la prochain podcast. Je laisse la part aux filles là-dessus. Puis après ça, moi plutôt, on va d'entrée de jeu faire du fun là-dedans. That's it. Vas-y, Jade, c'est à ton tour. Super. Donc, peut-être juste pour vous rassurer en partant, là, j'ai quand même une formation d'historienne. Donc, ce que je vais sortir, c'est pas sorti nu, là. Donc, j'ai quand même fait un petit travail historique là, pour sortir les différentes informations dont je vais vous parler. Je vais vous raconter l'histoire de la fauconnerie. La fauconnerie. C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Oui. Peut-être vous spécifier avant de débuter là, que l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est surtout liée à des sources écrites. Hein. On va faire l'histoire avec les sources écrites. Et c'est surtout, malheureusement, une histoire très occidentale. Donc, c'est sûr que les sources, on en a un peu à l'extérieur de l'Occident,
mais reste que les sources souvent qui sont accessibles pour nous vont être plutôt liées à l'histoire de l'Occident. Ouais. Donc, c'est plus difficile là, de remonter dans des temps plus lointains là, lorsqu'on va aller dans des cultures, par exemple, qui avaient des pratiques beaucoup plus orales qu'écrites. Ouais. Donc, peut-être avant de commencer, encore une fois, 2 petites définitions. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que la fauconnerie? Peut-être à la base, hein, savoir Oui, de c'est quoi on important. parle. C'est quoi ça? Ben justement, de quoi on parle? Donc, en fait, la fauconnerie, c'est l'art de capturer un gibier dans son milieu naturel à l'aide d'un oiseau de proie qui est affêté. Donc, affêté, ça veut dire dressé. Puis, normalement, on va appeler ça la fauconnerie parce que souvent, on utilisait des faucons. Donc, maintenant, la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va parler de fauconnerie de manière beaucoup plus générale. Donc, la fauconnerie va inclure l'utilisation de d'autres types d'oiseaux de proie, comme les aigles, comme les éperviers ou comme les bœufs. Autre terme important, qu'est-ce qu'un oiseau de proie? Donc, un oiseau de proie, c'est un oiseau qui est carnivore, aux doigts armés de serre, au bec puissant, arqué et pointu. Donc, c'est une définition quand même assez large qui va inclure, encore une fois, plusieurs types d'animaux. Peut-être pour vous donner quelques exemples, je mentionne que la fauconnerie, c'est le terme générique, mais on va utiliser des termes parfois plus spécifiques pour définir justement l'utilisation ou la pratique de la fauconnerie avec un animal précis. Par exemple, si on utilise des autos, on va parler d'autocier. Si on parle d'utilisation d'aigles, on va parler d'aiguillés. Lorsqu'on va parler, par exemple, de personnes qui utilisent des bœufs, on va parler de butéonnier. Donc, de quoi? On va utiliser différents butéonnier. Donc, pour le mot bœuf en latin. Donc, on va vraiment donc aller utiliser des mots spécifiques pour le type d'oiseau qui est utilisé. Mais je vous dirais que de façon générale, on va parler de fauconnerie, puis tout le monde va comprendre que c'est la chasse avec un oiseau de proie. Donc, tantôt, Maud disait, l'histoire de la fauconnerie, 6000 ans. Donc, tantôt, tu parlais, Simon, je pense, de 4000 ans. En fait, c'est difficile de dire à quel moment c'est né. Parce qu'à un certain moment, on n'avait pas d'écriture. Donc, les traces écrites sont assez difficiles, donc, à trouver, évidemment. Et même à l'époque, on n'a pas vraiment de vestiges dessinés, par exemple. On ne trouve pas d'oiseaux, enfin, du moins, on ne trouve pas de traces d'utilisation d'oiseaux de proie, par exemple, dans les grottes, par rapport à d'autres types d'animaux. Ouais, OK. C'est assez difficile de dire à partir de quand ça commence. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la première représentation dessinée, donc de la fauconnerie, ça serait aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, en Syrie. Donc, on a trouvé un fragment de poterie sur lequel on peut voir vraiment un fauconnier avec un rapace sur le bras et une proie dans la main. Donc, on voit vraiment le lien entre l'oiseau, la proie et l'homme qui est représenté sur le tesson de poterie. C'est le tesson qu'on appelle de Tel Chouera. Ceux qui veulent googler par la suite, on pourra peut-être aussi mettre certaines images là sur Québec Hunter là, par la suite pour ceux qui sont intéressés. Ben oui, quand on pourrait faire ça, faire un post avec ça, là. Oui, tout à fait. Je pourrais vous fournir les sources, là, puis comme ça, les gens pourront voir ça de leurs yeux vus. Sinon, bon, à partir du moment, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, les premières traces vraiment écrites, il faut savoir qu'à partir de là, ou du moins peut-être de façon concomitante, là, il va y avoir vraiment un développement de la fauconnerie sur 3 secteurs névralgiques du monde. Donc, on va avoir vraiment un développement en Mongolie, en Chine et en Perse. Donc, on va dire que c'est un peu le bassin, si on veut, de la naissance de la fauconnerie. Ce qui est intéressant, c'est que chaque peuple utilisait, si on veut, la fauconnerie pour des raisons différentes. Donc, en Mongolie, on voyait beaucoup l'utilisation de la fauconnerie comme un hobby. Donc, c'était une façon de passer le temps, de rester en forme, d'être en santé, on s'amusait, on avait du plaisir. C'est quelque chose de très ludique. Donc, c'était pas nécessairement utilitaire. Alors qu'en Perse, c'était complètement le contraire. C'était pour se nourrir que les Perses, donc, chassaient avec des oiseaux de proie. C'était pour augmenter l'apport de protéines dans leur alimentation. Et c'était donc une façon de survivre dans certains cas, probablement. Pour ce qui est de la Chine, on va plutôt associer la fauconnerie à une activité d'élite. Donc, on voyait vraiment que la fauconnerie était réservée aux empereurs, aux gens qui avaient de l'argent. C'était un peu aussi une espèce de façon de démontrer son statut social. Parce que ça demande quand même de l'équipement à avoir un faucon ou un aigle. Ça prend un endroit pour le garder, ça prend des choses pour le nourrir, etc. Donc, c'était un symbole de richesse. Puis ça a un certain charisme aussi, là. Tu sais, je veux dire, j'ai vu des photos de l'autre qui, justement, chassaient avec des oiseaux. Ça a une prestance, là, tu sais, avoir une bébite comme ça, tu sais, qui a tant de classe, puis c'est pas accessible. Souvent, tu le vois passer quand t'en vois un passer, parce qu'on les voit pas souvent, là. Fait que je peux comprendre que c'était réservé à l'élite, comme tu dis. Ben, c'est ça. C'est super intéressant ce que tu dis, Simon, parce que quand on pense justement aux oiseaux de proie, souvent on pense à quelque chose de très noble, de très gracieux, de pratiquement un peu mythique. Tu sais, on dirait quasiment un dieu sur Terre qui
d'ailleurs, cette conception-là de l'aigle comme un dieu va expliquer que dans certaines cultures, on n'utilisera pas l'aigle ou les oiseaux de proie en général pour la chasse. Parce que justement, ce sont des dieux. Donc, on ne pourra pas asservir un dieu comme outil de chasse. Donc, c'est pour ça qu'on va notamment pas retrouver de traces de fauconnerie en Égypte, alors que les Égyptiens vénèrent le dieu Horus, qui est un dieu faucon. Et on ne trouvera pas non plus de traces de fauconnerie, notamment en Amérique, auprès des premiers peuples, parce que les oiseaux de proie sont des dieux. On pense notamment là, aux Aztèques, aux Incas, où ils ont des représentations très fortes là, d'oiseaux déifiés, si on veut. C'est ce qui fait qu'on ne retrouvera pas nécessairement de traces d'utilisation d'oiseaux de proie dans ces cultures-là, versus d'autres cultures qui vont sans problème utiliser l'oiseau comme un partenaire de chasse, comme un outil de chasse. C'est intéressant ce que tu dis, tu vois, dès toi, tu voyais le lien mythique qui est glorifié. C'est tellement beau à voir, tu sais. Ouais. OK. Donc, sinon, là, on passe un peu rapidement dans le temps parce que je ne vous ferai pas une histoire de la fauconnerie étape par étape. Évidemment, il existe plein de livres et de traités sur lesquels vous pouvez vous rabattre là, pour avoir plus d'informations. Mais peut-être tout de suite aller au niveau du Moyen-Âge. Là. Il faut dire qu'en Europe, c'est assez tardif. Tantôt, je vous parlais, on était 3000 ans les premières traces là, avant Jésus-Christ. Il faut attendre environ l'an 400, aux alentours du 5e siècle, là, en Europe, pour voir les premières apparitions, en fait, de fauconnerie en Europe. Mais ça a été vraiment à partir de l'an 1000, plus précisément 1096, pour voir vraiment la fauconnerie se développer de façon marquée. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire ou qui sont passionnés, 1096, qu'est-ce que c'est? C'est la première croisade. Donc, le fait que les Européens vont aller dans les pays musulmans, notamment Jérusalem, pour se battre contre les Arabes, contre les musulmans, ils vont être en contact avec cette pratique-là, qui est la fauconnerie, et ils vont ramener cette pratique-là en Europe comme quelque chose d'intéressant qui pourrait être pratiqué notamment par les nobles. Et là, on va vraiment voir une accélération très rapide, en fait, de la pratique de la fauconnerie en Europe, à tel point qu'au 13e siècle, on est aux alentours là, de 1240, 1274, Frédéric II de Hohenstaufen, qui était en fait l'empereur du Saint-Empire romain, donc qui contrôlait, là, je dirais, pratiquement toute l'Europe. Un César. Un genre de César, effectivement, si on veut. Puis, je connais bien Félix. Un très, très grand roi. On n'est pas très loin, un empereur. Et en fait, Frédéric II de Hohenstaufen était en fait un fauconnier lui-même. Donc, on a eu un empereur du Saint-Empire romain qui était lui-même fauconnier. Et il était tellement intéressé par le domaine, en fait, qu'il est l'un, en fait, des premiers à écrire le premier traité de fauconnerie. Donc, vraiment de parler des techniques, de parler de la culture, de parler des oiseaux. Et ce livre-là, qu'il a écrit aux alentours de 1274, évidemment pas tout seul, là, il l'avait déjà pour l'aider, mais ce livre-là, composé de 6 tomes, qui s'appelle The Arte Venandi cum Avibus, donc de l'art de chasser au moyen des oiseaux, va devenir vraiment la référence pour les années qui vont suivre, à tel point qu'il va être utilisé là, même dans la période moderne, et il va être ultimement traduit en français la première fois dans les années 1940. Ça vous montre à quel point il a eu une continuité, une postérité, pour ceux qui avaient de l'argent et pour ceux qui savaient lire latin. Donc, vous allez voir aussi ce que ça peut avoir comme impact, hein, évidemment. Quand on est dans une langue qui est ancienne, bien évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Donc, ça va rester quand même, la fauconnerie, pendant très longtemps, un art de noble en Occident, ramener des croisades, puis qui va, comme tu le disais tantôt, Simon, on peut symboliser la richesse, la gloire, la majestuosité de l'oiseau. Donc, la fauconnerie, tantôt, je vous disais qu'elle va prendre de l'expansion et elle va devenir tellement importante pour les nobles européens, notamment français, qu'on va assister notamment à la création du poste de grand fauconnier de France. Donc, il y a vraiment une personne qui va être nommée en France, en Angleterre, qui va être vraiment un fauconnier de l'ensemble du royaume, de l'ensemble donc de la patrie. Et cette personne-là était responsable de s'occuper justement des oiseaux de proie du roi, va s'occuper de leur bien-être, va également les préparer pour la chasse par la suite où le roi va aller avec ceux-ci. Et ça, c'est une pratique qui va commencer, comme je le disais, aux alentours de 1205 et ça va se perdre là, tranquillement, pas vite, là, en 1643 avec l'arrivée de Louis XIV, qui lui avait d'autres choses à fouetter que d'aller chasser avec des oiseaux, notamment dans le nord et la
Donc, on va délaisser un peu tout ça. Mais c'est une pratique qui va continuer là, au Royaume-Uni encore plusieurs années, là, où le Royal Falconer est considéré comme la 4e personne en importance à la cour d'Angleterre. Donc, on voit que c'est quand même un rôle important, très symbolique. Un chasseur qui était si... Tu sais, la chasse prenait beaucoup de place là, quand même dans ces années-là. Là. Ben, surtout chez les nobles, hein, c'était l'activité par excellence, parce qu'à partir du Moyen Âge, il faut quand même se remettre en contexte aussi historique, à partir du Moyen Âge, les gens riches vont de moins en moins se battre. Tu sais, au Moyen Âge, c'était comme glorieux d'être un noble et d'aller te battre. T'avais ton paladin qui était avec toi, on allait à la guerre, c'était positif, c'était beau, c'était romantique d'aller à la guerre. Et à partir du moment où les nobles ne vont plus à la guerre, il n'y a plus vraiment de guerre, où les guerriers deviennent des soldats à la solde, donc des gens spécialisés dans la guerre, ben, les nobles se retrouvent avec plus grand-chose à faire, pour être honnête. Et là, ben, quelle meilleure façon de démontrer ben, sa noblesse puis sa force aussi que par la chasse. Donc, il y a vraiment une transition qui se fait petit à petit. Et peut-être pour un peu couper, en fait, la fin de la fauconnerie, si on veut, ou la fin de l'expansion de la fauconnerie, ben, ça va arriver malheureusement avec l'arrivée des armes à feu, hein, évidemment. À partir, là, je vous dirais, du 14e siècle, donc aux alentours de 1300, on va commencer à avoir les premières armes à feu qui vont être utilisées là, à main. Donc, on va parler des bâtons à feu, des scopettes, on va parler des canons à main. Toutes ces armes-là primitives vont finalement remplacer l'oiseau parce qu'on n'aura plus besoin de choses pour aller très loin. On a un arme qui est capable de... On va un outil beaucoup plus efficace puis que t'as pas besoin de dresser puis qui crie pas la nuit probablement. Là, fait que... Exactement. Fait que, tu sais, on a trouvé un peu quelque chose de mieux. Donc, malheureusement, la fauconnerie va devenir quelque chose de plus d'apparat ou de plaisir que quelque chose qui va se pratiquer de façon systématique auprès des nobles. Peut-être vous mettre un petit quelque chose d'intéressant. En fait, il faut savoir que la fauconnerie va quand même demeurer, ou du moins l'imaginaire de la fauconnerie va quand même demeurer important, à tel point que William Shakespeare, que probablement plusieurs personnes connaissent là, qui écoutent le podcast, était tellement intéressé par la fauconnerie. On ne sait pas d'ailleurs historiquement s'il était lui-même fauconnier ou s'il était juste un très grand amateur d'oiseaux de proie. Mais chose certaine, il a fait plus de 50 références directes à la fauconnerie dans ses œuvres. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va amener à, si on veut, un peu rendre justement ces mots-là associés à la fauconnerie et la fauconnerie plus connue. Puis plus connue auprès de qui? Ben, pas des gens qui parlent juste le latin, auprès des gens qui parlent des langues vernaculaires, des langues de la vie de tous les jours, comme l'anglais, comme le français, etc. Ah oui, parce que Shakespeare a été traduit dans la majorité des langues, là. Par la suite, oui, tout à fait. Puis, même à la base, quand il écrivait aux alentours des années 1580-1616, là, ben, ses œuvres étaient en anglais, donc les gens pouvaient quand même les lire dans une certaine mesure. On s'entend, on était loin de l'éducation générale pour tous, mais je veux dire, on était quand même plus près de ça que du latin, que tu sais, qu'il fallait apprendre souvent de façon plutôt monastique, ecclésiastique. Donc, Shakespeare a vraiment, vraiment contribué à la diffusion des mots liés à la fauconnerie, à tel point que certains mots qui sont utilisés en anglais de nos jours sont directement liés à la fauconnerie. Je vous en donne 3 pour le plaisir. Il y a le mot booze, donc B-O-O-Z-E, l'alcool, tu sais, quand tu dis boozy. Ben, booze, en fait, c'est un terme qui vient à la base du néerlandais et qui décrit en fait l'état dans lequel un oiseau de proie se retrouve lorsqu'il a trop bu. Donc, lorsqu'un oiseau de proie boit trop, il a tendance à ne pas vouloir chasser parce qu'il est un peu, tu sais, déjà comblé, donc il n'a pas envie de chasser. Et on disait à ce moment-là qu'il était booze. Et ce mot-là, le fait de trop boire, va être après ça transformé tranquillement et associé au fait de trop boire. Quoi? De la boisson. Marcello, t'as-tu déjà vu ça, des gars qui ont trop bu puis qui étaient bousy un peu le lendemain matin là, à tes chasses? Assez souvent, merci. Mais justement, ils le font pas pendant, c'est qu'ils ont bousé la veille. Oui, c'est du commun. Ben, tu vois, c'est un super beau lien. Je vais me coucher moins niaiseux. Je savais pas ça. OK. Sinon, ben, un peu le même genre, le mot fed up. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un I'm fed up. Ouais, je suis tanné. Trop, j'en ai jusque-là. Ben, fed up, c'est un peu la même chose, mais pour le côté nourriture. Donc, un oiseau qui était trop nourri, qui voulait plus chasser, on dirait que c'est un oiseau qui était fed up. Et ce mot-là, tranquillement, a été amené dans le vocabulaire de la vie courante, puis les gens disent fed up quand on est tanné de quelque chose. C'est lié directement à la fauconnerie. Quand même. Donc, Shakespeare n'a pas inventé ces mots-là. Ces mots-là existaient dans la culture, existaient dans le vocabulaire des gens de l'époque. Et lui, il les a mis par écrit. Il a contribué à sa diffusion pour que ça devienne finalement des mots qui vont se retrouver encore en 2022.
Maintenant, on quitte l'Europe, puis là, parce que là, maintenant, il faut bien aller en Amérique, hein, notre but. On est chez nous, là. Pour que notre Maud puisse nous parler un peu de son expérience à elle. Donc, rapidement, peut-être des petits éléments intéressants. Il faut savoir que, comme je vous disais tantôt, l'exploitation des faucons au Québec, au Canada et en Amérique, c'est pas quelque chose de commun. Comme je le disais, les Amérindiens les utilisaient pas, les oiseaux de proie étaient considérés comme des dieux. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on retrouvait dans les pratiques. Donc, il faut attendre évidemment l'intervention des Européens qui, eux, pratiquaient la fauconnerie depuis longtemps pour que cette pratique-là arrive au Canada et au Québec. Tout à fait. En fait, peut-être un petit élément cocasse, tout le monde connaît Christophe Colomb, hein, celui qui a découvert l'Amérique. Et Christophe Colomb, lors de son deuxième voyage, aux alentours de 1593, il est venu en Amérique avec environ 1200 personnes, si je me souviens bien. Et dans son équipage, si on veut, quand on regarde la liste de l'équipage, il y avait ce qu'on appelait un septero. Et semblerait-il que septero c'est une référence à Fauconnier. Donc, septero, ça veut dire fauconnier. Et cet homme, Pedro d'Acera, aurait été un fauconnier sur l'équipage de Christophe Colomb. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que c'était vraiment un fauconnier, est-ce que c'était juste un observateur d'oiseaux de proie, parce que certains historiens débattent à savoir si c'était vraiment un fauconnier ou si c'était seulement un observateur d'oiseaux de proie, on n'est pas sûr. Mais quand même, il y aurait eu quelqu'un associé de près ou de loin aux oiseaux de proie qui aurait fait partie du deuxième voyage de Christophe Colomb en 1493. Donc, on pourrait penser qu'il s'agit là, peut-être, de la première fois qu'un fauconnier met les pieds en Amérique. Maintenant, plus récemment, on avance dans le temps, il faut dire donc là, quelques personnes commencent à pratiquer la fauconnerie, peut-être des gens qui ont vu ça avant de s'en venir en Amérique, mais il faut vraiment attendre les années 1920. On est vraiment très récent. Oui, c'est proche. Quand même. La pratique, vraiment, hein, on a fait un saut de pratiquement 300 quelques années. Donc, il faut vraiment attendre les années 1920 là, pour voir vraiment un intérêt pour la fauconnerie se développer de façon plus intense en Amérique. Et en fait, le premier grand catalyseur, si on veut, de cet élément-là, c'est l'apparition d'un numéro spécial, décembre 1920, du National Geographic, qui va vraiment rendre la fauconnerie quelque chose d'intéressant, d'accessible, et surtout de populaire. Donc, les gens vont y avoir accès. Parce que avant la guerre, en fait, il faut se rappeler que d'avoir accès à des livres qui sont produits en Europe, c'est excessivement cher. C'est vraiment pas facile. Les gens se passent des livres entre eux, là, en Amérique, avec ce qu'ils peuvent. C'est pas tout le monde qui avait les ressources pour amener des livres d'ailleurs. Puis comme la fauconnerie n'était pas vraiment connue ici, mais très connue en Europe, avec tous les livres qui s'en venaient, c'était juste des gens hyper fortunés qui avaient la chance de le faire. Donc, quand le National Geographic a sorti son numéro spécial, tout le monde y a eu accès. Et là, les gens ont découvert une nouvelle façon de chasser. Et c'est là, en fait, que ça a donné naissance, quelques années plus tard, au premier, du moins, en tout cas, au niveau des archives historiques, on retrouve la première trace d'un club officiel qui s'appelait le Peregrine Club aux États-Unis, à l'Université de Pennsylvanie, dans les années 30. Donc là, on est vraiment dans les premières tentatives de créer un regroupement de gens qui s'intéressent à la fauconnerie, qui veulent aussi la développer, établir des normes. Et là, on est dans les années 30. Malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale arrive 9 ans plus tard et le club sera aboli, si on veut, pendant la guerre. Par contre, la guerre, elle n'a pas juste du négatif. Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire aussi? C'est qu'elle va amener les gens à voyager en Europe, à ouvrir les frontières lorsque la guerre sera terminée. Et là, ça va permettre un échange bouillonnant de pratiques entre l'Europe et l'Amérique. Et ça va permettre à des gens de rapporter ces pratiques-là au Canada, aux États-Unis, et de créer notre propre fauconnerie, si on veut, américaine au sens de Amérique. Ouais. Donc, ensuite, peut-être rapidement, 1961, création de la North America Falconer Association, qui est une grande association maintenant là, qui prône justement la fauconnerie et ses pratiques. Qui, j'imagine, existe encore, celle-là. Là. Tout à fait, existe tout à fait encore. Elle est très active d'ailleurs. Et cette association-là va être un peu là, la façon pour les gens aux États-Unis de se regrouper puis vraiment de voir la fauconnerie comme une activité qui est liée à la chasse. Parce que très longtemps en Amérique, être fauconnier, c'était pas utiliser un oiseau pour chasser, c'était d'être passionné des faucons puis d'aller les observer dans la nature autour de soi. Donc, à un moment donné, ça va devenir une pratique donc de chasse et la North America Falconer Association va évidemment contribuer à tout ça. Pour ce qui est du Canada, on va se développer à peu près au même moment, surtout dans l'Ouest canadien, hein, je vous dirais, avec la proximité des États-Unis, la langue aussi. Ça fait que les pratiques sont plus faciles à exporter d'un côté à l'autre
de l'Amérique. Et tout à l'heure, tu parlais, Simon, donc de l'UNESCO. Donc, effectivement, en 2010, l'UNESCO a inscrit la fauconnerie au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ouais, je l'avais pas tout dit, je l'avais écrit au complet, mais je me suis retenu. Pour ceux qui, c'est correct. Pour ceux qui sont pas familiers entre le patrimoine culturel immatériel versus le matériel, ben, matériel, ça le dit, c'est des choses qu'on peut tenir, qui sont tangibles. Tandis qu'un patrimoine culturel immatériel, c'est des choses comme des pratiques, des coutumes, ça peut être des façons de faire. Donc, c'est quelque chose qui est un peu ce qu'on va dire intangible. Donc, on peut pas vraiment tenir et cerner. Donc, la pratique de la fauconnerie, la façon dont on le fait, les règles, les bonnes pratiques, c'est ça, en fait, qui est inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça permet quoi? Ben, ça permet la protection et aussi de garder cette histoire-là, cette culture-là vivante. Maintenant, je peux entendre dire, ben là, on n'est pas encore au Québec, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que le Québec, c'est arrivé assez tardivement, malheureusement. Il faut dire qu'il y a eu quelques personnes qui se sont intéressées à la fauconnerie, mais tu sais, de façon très hétéroclite, là, c'était un peu dispersé un peu partout. Il n'y avait pas vraiment de règles, on n'encadrait pas vraiment ça. C'est à partir des années de 1989, en fait, le ministère du loisir, de la chasse et de la pêche de l'époque a suggéré la création d'une association pour vraiment commencer à réfléchir sur les bases de comment on fait ça au Québec, la fauconnerie. C'est quoi les permis que ça prend? C'est quoi les cours que ça prend? Qu'est-ce qu'on peut chasser? Qu'est-ce qu'on peut pas chasser? C'est vraiment à partir de 1989 qu'on va réfléchir à ça. Et ça va donner, en fait, ça va permettre la naissance de l'Association québécoise des fauconniers et des autoursiers. Donc, ceux qui utilisent des autours pour chasser en 1980. Ceux qui utilisent des vautours? Des autours. C'est quoi un auto? Comme de très gros éperviers. Alors, mais là, t'as peu, il y a des grapos ici. C'est quoi un auto? Bon, ce serait quoi un auto? Un auto, c'est le plus grand des éperviers qu'on trouve en Amérique du Nord. On l'appelle l'autour des palombes. Il va se retrouver plus dans les forêts de conifères, comme mettons en Gaspésie, là, dans les chic-chocs. C'est un épervier. Fait que dans le fond, là, juste faire ça clair, là, si vous voyez un oiseau dans votre cour puis vous vivez en ville, c'est un épervier. Bon, au Québec, on a des éperviers bruns, éperviers de Cooper, doesn't matter. T'as des éperviers. Fait que ce que tu vois dans ta cour, c'est un épervier. C'est pas un aigle, c'est pas une buse, c'est pas un faucon, c'est un épervier. Ils sont à peu près, sont pas vraiment gros, mais si on parle du plus gros épervier, c'est un autour des palombes qu'on retrouve au Québec. OK. Fait que quand tu fais voler un autour, tu es un autoursier. Un autoursier. Write that down. Donc, ben, c'est intéressant parce que vraiment, quand ils ont fait l'association, ils ont choisi avec soin quand même, ils ont décidé de parler, oui, des fauconniers, parce que c'est le terme générique généralement qui est utilisé, mais ils ont quand même spécifié autoursiers, probablement pour refléter là, ce que l'on dit au niveau de la réalité de la présence là, de ces autoursiers. Okay. Finalement, peut-être vous dire aussi qu'en 2008, en fait, peut-être la partie la plus importante de la présentation, parce que ça va un peu contrôler ce que Maud va dire tout à l'heure. En 2008, c'est la première loi québécoise permettant de rendre légale la chasse à certains petits gibiers. Oh, ça fait pas longtemps, là. 2008, ouais, qu'on a une légalisation de loi québécoise, en fait, qui encadre ça. Puis Maud va pouvoir vous en parler tout à l'heure. Peut-être vous dire qu'en date d'aujourd'hui, enfin en date de 2020, parce que c'est la dernière fois qu'on a fait un recensement, en 2020, il y avait le Nouveau-Brunswick, le Yukon, le territoire du Nord-Ouest et le Nunavut qui interdisaient encore la fauconnerie au Canada. Donc, dans ces endroits-là, c'est interdit de pratiquer la chasse à l'aide d'un oiseau. Pourquoi on interdirait ça avec un oiseau de proie? Parce que je dirais une question de mauvaise culture, de mauvaise ouverture à une culture, je pense. Parce que sinon, côté dommage, disons-le comme ça, si je vais avec mon opinion, je suis pas sûr que Maud pourrait vider un bois demain matin avec son faucon, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maud? Non, le taux d'efficacité à la chasse, ben tu sais, je vais vous en parler tantôt, le taux d'efficacité à la chasse avec un oiseau de proie est très, très nul. Limité non, dans le fond, la raison pourquoi que c'est pas légal dans ces provinces-là, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui voudraient le faire et qui voudraient s'asseoir avec le gouvernement pour le faire légaliser. C'est qu'il n'y en a pas assez encore, tu sais. Fait que même si t'en as 2, 3, c'est pas assez pour que le gouvernement va lever le petit doigt pour signe en haut, signe en bas. Plausible. OK. Puis en plus, tu sais, ça fait du sens parce que, comme je vous le mentionnais, la pratique de la fauconnerie au Québec, elle est très récente. Ça explique pourquoi le Québec a si tardivement aussi encadré cette pratique-là. Hein.
le concept de droit. On encadre les choses qu'il faut encadrer. Habituellement, si tu as une loi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose et tu veux l'encadrer. S'il y a personne qui le pratique comme du monde, il y a peu de demandes, on n'ira pas encadrer une pratique qui est pas fréquente, qui est pas usuelle dans le peuple pour lequel la loi est créée. Un concept de droit, puis ici on voit une belle preuve, puis Maud l'explique aussi très bien pour l'ensemble des provinces territoires canadiens qui ne l'ont pas encore. Puis de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, moi je connais 2 personnes sur les réseaux sociaux qui font de la chasse aux faucons, puis il y en a une de ces 2-là qui est assise avec nous ce soir. Tu sais, je veux dire, puis je savais pas que ça existait avant de voir ça sur les réseaux sociaux. J'ai jamais personne qui me dit « Hey, en fin de semaine, je sors mon faucon », puis pardon, t'as un faucon, j'aurais fait le saut, là, tu sais, je veux dire, il y a personne. Puis c'est normal. C'est tout à fait normal quand tu regardes toute l'histoire que je viens de vous faire en rapido, 6 000 ans en quelques minutes, là. Vous voyez pourquoi aussi ça explique qu'il n'y en a pas beaucoup au Canada, puis pourquoi très souvent les fauconniers canadiens doivent se rendre en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et dans les pays asiatiques là, pour avoir une chance d'en apprendre plus, puis d'apprendre des façons de peut-être de faire qui sont différentes, parce que là-bas, cette pratique-là est encore pratiquée et est encore vivante. Ouais, par beaucoup plus de personnes. Je vais vous faire une petite parenthèse, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui sorte à la chasse avec un faucon. À l'endos de ça, tout le monde dans une gang a un vrai con. Nous autres, dans la gang de Québec Hunter, quand on sort à la chasse, on va saluer Jimmy par structure. On a tous un vrai con. C'est pas beaucoup de monde qui ont le faucon, mais on a tous un vrai con. Jimmy, on te salue. On a hâte de te ressortir à la chasse avec nous. C'est légal. Jimmy était supposé d'être là en observateur ce soir, parce que là, ce que vous voyez comme vidéo, on est 4. Mais dans le programme, j'ai le droit d'avoir comme des invités qui sont juste là pour regarder pendant qu'on écoute. Le Jade a fait comme « Ah mon Dieu! » Mais il était supposé être là, mais là, finalement, ça marchait pas. Fait qu'on te salue, Jimmy. Hein, t'en as manqué une belle. On aurait parlé de toi en live. Mais OK, revenons aux choses sérieuses. Maude. Oui. Maude, tu es fauconnière ou autoursière? OK, fait que là... si on commence les bonnes introductions comme faut, Jade, je savais pas qu'elle était si bonne avec la paperasse puis aller trouver toutes les informations. Moi, on dirait dans ma vie que quand tu me nommes des chiffres, là, j'entends rien. Fait que tu sais, genre l'histoire de la fauconnerie, à chaque fois que tu me dis ça s'est fait en 1900 quelque chose, je sais pas, je comprends rien. Fait que tu sais, je sais que mon travail, puis tu sais, en tant que fauconnière, je dois bien véhiculer les formations, mais je pense que Jade le fait beaucoup mieux que moi, parce que moi les chiffres, je suis comme je sais pas, là, ça fait 3 ans là. fait que c'est ça. Fait que je remercie Jade pour la bonne information. J'ai juste, dans le fond, elle m'avait expliqué qu'est-ce qu'elle a fait comme recherche, puis j'ai juste corrigé quelques petites affaires, mais il y a pas grand chose à corriger. Elle est super bonne, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, dans ce qu'elle a dit, pour ce qui est de plus récemment, tu sais, comme on parle de pourquoi que personne a jamais connu une fauconnière ou un fauconnier au Québec, là. Genre, si, mettons, je fais un calcul vite, d'après moi, on est peut-être une trentaine au total de fauconniers au Québec. Fait que 30, c'est pas beaucoup. Non. Puis sur 30, il y en a qui ils possèdent leur permis, mais n'ont pas d'oiseau de proie en leur possession. Fait que ça aussi, ça peut être une raison pourquoi vous n'avez pas vu quelqu'un avec un oiseau. Il y a aussi des gens qui ne pratiquent pas la chasse avec un oiseau de proie, donc la fauconnerie. Malheureusement, évidemment, ça vient avec. Il y en a qui possèdent des oiseaux de proie, pas nécessairement pour chasser avec, mais juste comme pour posséder un animal spécial. Je ne suis pas vraiment d'accord, mais je pense quand même que si le besoin de l'animal est comblé, soit de manger et d'être en santé, protégé, ne pas mourir, je crois que c'est correct. Tu as le droit de le faire, c'est correct. C'est ça, les règlements qui ont été mis en place, on a dit quoi, 2008 que ça a été légal? Ouais. Avant ça, c'était légal de faire de la fauconnerie pour les commerciales à des fins d'effarouchement. Donc, faire peur aux oiseaux nuisibles sur des sites d'enfouissement ou des aéroports. On entend souvent parler de ça. Fait que souvent, quand je parle que je suis fauconnière, le monde sont comme, là, tu fais peur aux oiseaux dans des aéroports? Non.
la fauconnerie, c'est chasser à l'aide d'un oiseau de proie. Donc, sur ton hobby de ton temps, tu vas le faire. Moi, personnellement, je ne considère pas l'effarouchement comme de la fauconnerie. C'est un travail. C'est un travail qui est très le fun, si jamais un jour vous voulez faire ça, mais c'est pas ça, la fauconnerie. Fait que c'est ça. Fait que si je fais une petite introduction, vite, j'aime pas ça, là, j'en ai parlé à Jade, j'aime pas ça m'introduire, mais j'ai un background. Ben oui, vas-y, c'est pas de gêne. Sinon, on va le faire de toute façon, on va te les poser, t'es bien d'y aller. Plonge avant qu'on te pousse. OK, fait que je m'appelle Maude Cyr. Je vis en Gaspésie depuis 2 ans, mais avant ça, j'étais sur la rive-sud de Montréal. Ça fait à peu près 6 ans que je fais de la fauconnerie. J'ai commencé grâce à un emploi que j'ai accidentellement tombé, qui était entraîneur d'oiseaux de proie au parc safari. Donc, le parc safari ont des oiseaux de proie, puis ils ont des entraîneurs et aussi des personnes qui font des shows éducatifs. Donc, ils vont donner l'information sur les animaux. Fait que là, j'ai appris à bien véhiculer l'information, plus entraîner les oiseaux. T'sais. Qu'est-ce que t'as dit? J'en ai vu avec mes gars de ces shows-là. C'est cool. Bon, fait que c'est ça. Très cool. Fait que moi, je trouve que ce n'est pas de la fauconnerie entraîner un oiseau de proie pour un show, mais c'est une bonne introduction sur comment le faire comme un bon début de, parce que... Je comprends. C'est ça. Fait que moi, j'ai commencé à chasser avec un oiseau de proie. Et ça fait juste 2 ans, à peu près, 1 an que je chasse avec un gun. Fait que j'ai appris à chasser à la difficile extrême. Fait que quand je tombe avec un gun, je suis comme, wow, this is easy, tu sais. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai commencé, c'est ça. Fait que j'entraînais un oiseau de proie, des oiseaux de proie pour des shows. J'ai appris comme la base de comment ça fonctionne, l'entraînement avec le renforcement positif. Puis après, j'ai été engagée au parc Omega à Montebello, excusez, Bonaventure. Montebello, puis pour entraîner des oiseaux de proie. Donc, encore une fois. Et là, le COVID est arrivé. Malheureusement, j'ai comme perdu mon emploi parce qu'il faisait plus de spectacle dans les zoos. Fait que je me suis dit, ben, je vais me recycler en autre chose. Puis je me suis fait offrir une job en Gaspésie en tant que naturaliste. Donc, véhiculer tout ce qui se rapporte à la nature de près ou de loin pour les vieux et pas vieux, écoles secondaires, primaires, personnes âgées. Puis, j'ai déménagé en Gaspésie. Puis, ben, il fallait que je véhicule l'information sur la chasse et la pêche, des trucs que je n'avais pas fait avant, autre que chasser avec un oiseau de proie. Fait que là, j'ai dû comme arrêter d'être un imposteur et de chasser pour vrai avec un vrai gun. Fait que là, j'ai fait, OK, on va me forcer pas le faire, puis j'ai tombé dedans, puis j'ai adoré ça. Malheureusement, comme Jade a pu comme commencer un peu le sujet, malheureusement, j'aime plus la chasse avec un gun et un chien qu'un oiseau de proie. Fait que là, c'est ça. Fait que là, sûrement que c'est tout dans vos questions, vos affaires. Fait que là... Ouais, mais si tu le dis par toi-même, c'est encore mieux. Oui. Ouais. Fait que là, tu vas me dire, Maude, qu'est-ce qui t'a fait commencer avec ça? Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, des shows d'oiseaux de proie. OK, attends, j'en ai fait une des miennes. C'est bon. Qu'est-ce qui t'a décidé que tu voulais chasser avec un oiseau de proie? Donc, à cause, j'entraînais des oiseaux de proie pour des shows éducatifs, ce qui est pas de la fauconnerie. Et là, il y a quelqu'un qui me dit dans mon oreille, hey, en Ontario, ils font ça de la chasse. Fait que là, je suis comme, avec un oiseau de proie. My God, OK. Et, donc, en Ontario, ils ont le Ontario Hawking Club, qui est le club des fauconniers ontariens. Et ils invitent un peu n'importe qui à venir se joindre. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez y aller. Et j'étais allée, j'ai adoré, les gens étaient extrêmement accueillants. Et j'ai vu des gens qui chassaient avec des oiseaux de proie. Puis j'ai fait, les oiseaux que j'entraîne pour des spectacles, je peux leur entraîner à faire ça. Donc là, ça a pris quelques années avant, je vous dirais peut-être 2 ans avant que j'aie mon propre oiseau à moi. J'étais intéressée, mais j'ai toujours eu le syndrome, de l'imposteur. Je me sentais pas assez bonne, je me sentais pas assez cool pour avoir mon propre oiseau chez nous. Fait que ça a pris au moins 2 ans. Mais entre-temps, j'ai voyagé. Je suis allée au Mexique. Je me suis fait inviter au Mexique pour expliquer comment que nous, on garde des oiseaux de proie en captivité avec le froid et la neige. Je donnais une conférence au Mexique dans un... Ça devait être utile au Mexique, ça, de savoir comment ça marchait pour la neige. Non, mais c'était même si ça s'applique pas pour eux, c'était super intéressant pour eux de savoir qu'un bol d'eau
gèle. Tu sais, eux autres, là, pour eux, ils laissent un bol d'eau accessible à leur oiseau, mais ils étaient comme, OK, mais comment vous faites pour avoir de l'eau accessible à votre oiseau si elle gèle? Fait que c'est quand même intéressant de leur donner ça parce que, tu sais, c'est important quand même de mentionner pour ceux qui écoutent, qui veulent donner fauconnier, on va en parler, là. Oui. Que c'est pas, il y a des règlements, là. C'est pas facile d'être fauconnier selon la loi au Québec puis suivre tous les règlements. Mais ça, on va en parler un peu tantôt. Fait que là, c'est ça. OK. Fait que là, j'allais moi, ça va au top, OK? J'étais allée au Mexique présenter la fauconnerie, la façon de garder des oiseaux en captivité avec la neige. Entre-temps, je suis allée en Utah. J'avais pas d'oiseaux encore, mais j'apprenais de cette façon-là de me promener. Dans le fond, chaque État aux États-Unis ont une association des fauconniers. Et tu peux aller à leur meeting annuel. Comme nous, ici au Québec, on a maintenant plus active que dans le temps l'Association québécoise des fauconniers et des autoursiers, l'AQFA, AQFA, qui est active et à chaque année, ils font des rencontres, un meeting de chasse avec des oiseaux de proie. Donc, ceux qui ont un oiseau de proie à leur possession apportent leur oiseau, puis ils invitent tout le monde à s'y joindre avec eux autres. Donc, si jamais vous voulez juste être intéressé à juste voir, tu sais, puis pas aller, mettons, aux États-Unis ou quoi que ce soit, ça peut être loin au Mexique. On l'a au Québec, tu sais, fait que... Ouais, aller au Mexique, voir qu'ils n'ont pas de neige. Oh my God! Très ça. Fait que... Là, Simon, tantôt, t'as vu ça, toi? T'es allé à une démonstration comme ça, Simon? Ouais, on avait au parc Safari. Safari. Tu peux passer la nuit. Il y a des espèces de petits... ils appellent ça des cool box, là. C'est comme des containers des containers à bateau, là, puis ils ont fait des petits logements là-dedans, puis là, ben, on est allé là avec ma blonde, puis les boys, puis t'as un spectacle, t'as comme les lions le soir que t'entends rugir, puis c'est super cool, puis le soir, quand le parc est fermé, t'as comme un spectacle de faucons, comme plus privé, là, puis c'était vraiment hot, là. Ah, tu sais, les oiseaux volent, puis tu sais, ils sont habiles, puis tu sais, de voir ces oiseaux-là de si proche. Puis là, les gars étaient capables d'aller voir à côté puis tout ça. Là. C'était vraiment, vraiment le fun. Je le conseille à tout le monde. Puis ça doit être le fun à maudit de chasser avec un faucon, même si ça a l'air épouvantablement difficile. Mais ça doit être le fun. Non, mais non, c'est ça l'affaire, c'est que non. Fait que non, c'est ça. Moi, quand je travaillais dans le parc Safari, il y avait pas cette activité-là qui semble vraiment le fun. Fait que tu sais. Écoute, c'est pas moi qui te l'ai fait parce que je travaillais pas là dans le temps. Non, c'est pas toi. C'est ça fait un bout, là, mais je trouve ça bien. C'est une bonne introduction aussi parce que, tu sais, veux pas... tout ce qu'on connaît pas, on voudra pas le sauver, on voudra pas le comprendre parce qu'on le voit pas de proche, tu sais. Moi, je suis pas anti-zoo. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter que ça m'étonnerait là avec la chasse. En tout cas, je sais pas, je veux pas juger, là. Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui sont anti-zoo. Sachez que l'argent que vous mettez quand vous allez visiter ces endroits-là sert à des projets de conservation, là. C'est poche, mais il faut que le zoo fonctionne pour pouvoir faire de l'argent pour nourrir ces animaux-là aussi, tu sais. C'est une façon d'éduquer les gens, là. Oui. Ouais, fait que tu t'aimeras pas les oiseaux de proie si t'en vois jamais d'aussi proche ou si t'as pas une possibilité d'en voir aussi proche, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça qui est un peu le fun. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, toi, tes gars, ils ont vu ça. Peut-être que dans un futur, ils vont faire comme j'aimerais ça, faire ça. Puis là, tu vas leur dire, hey, on peut chasser avec. Fait que là, ils vont faire comme, ouais, on a créé des fauconniers, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je veux juste garder, dans le fond, majoritairement l'emphase sur le fait qu'on chasse avec un oiseau de proie pour ce qui s'appelle la fauconnerie, là. Donc, je dis, oui, tu peux garder un oiseau. Parce que je sais qu'il y a du monde qui nous écoute qui font comme, je peux avoir un egg. Oui, mais non, mais oui, mais non. Ouais, c'est ça. C'est comme au même titre que je peux avoir un tigre. Pas tout à fait. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. J'ai voyagé, puis là, j'ai finalement décidé de prendre le courage à deux mains et d'acheter mon propre oiseau. Fait que j'ai commencé à faire la fauconnerie avec mon propre oiseau en dehors de mon travail avec une buse à queue rousse. Ensuite, pendant comme 3 ans. Ensuite, j'ai décidé de voyager pendant 6 mois de temps. Donc, je suis allée au Nevada pendant 6 mois de temps. J'ai frappé un oiseau sauvage de la nature et je l'ai fait chasser pendant 6 mois de temps.
OK, pause. Donc, ça, je peux élaborer plus, là. C'est clair, là, t'arrêtes pas ça là, tu passes par un autre sujet, là. Tu t'en vas dans un autre pays. Il y a trop d'affaires. Là, t'es dans un autre pays, t'es même plus chez vous. Tu trappes un oiseau sauvage qui est possiblement protégé ou je sais pas trop. Tu te le gardes. Oui. Tu chasses avec. En plus, j'imagine tu l'as ramené au Québec. Là. Non. Non. Ah non? Ah ben, tu vois, commence du début. Fait qu'on commence au début. Je suis perdu. Ouais, c'est Donc là, je vous explique dans le fond comment ça fonctionne aux États-Unis. Mais au Québec, on a aussi récemment légalisé la prise en nature, soit capturer un oiseau de proie sauvage et l'utiliser à des fins de fauconnerie. Évidemment, avec un permis respectif et aussi la volière, les installations que le gouvernement demande. Mais selon la loi, au Québec, tu peux capturer un oiseau de proie dans la nature et l'utiliser à des fins de fauconnerie. Fait qu'on peut faire la même chose, OK? OK. Sauf que moi, j'avais... Ouais, je pense que... Ouais. C'est spécial, mais OK. Fait que moi, j'avais des contacts aux États-Unis grâce à le voyage. Gang, je vais vous arrêter une petite seconde, gang, s'il vous plaît. Maud, est-ce que ton micro serait par hasard dans tes beaux, grands, longs cheveux bruns? J'ai un effet... Non, il est genre dans mes cheveux ici. Allô? Est-ce que ton micro est bien dégagé? J'entends un arrière-fond, puis je le sais qu'on va se faire assassiner, moi pis Simon. Ouais, moi, je l'entends moyen. Allô? OK, je l'entends pareil. OK, continue. Ouais, j'ai pas trouvé ma coupable. Peut-être que Marcello, quand je vois le transférer, là, je suis capable de... Non, il n'y a pas de problème. Là, pauvre Maud, là, on cassait tout sa lancée. Maud, relance-toi. OK, on commence. Bon, moi, je pense que c'est important, avant d'avancer dans ça, de juste parler d'un peu de la réglementation québécoise, là. De ce que ça prend pour devenir fauconnier avant que j'embarque dans le Nevada. Ouais. Là, pour pas qu'il y en ait qui se garochent dans le bois avec genre un lasso puis qui se ramassent un aigle. Ouais, genre, s'il vous plaît. Okay. Donc, pas ça. Au Québec, selon la loi, il faut que tu sois mentoré sur 1 an par quelqu'un qui est déjà certifié. Donc, par exemple, moi, je pourrais prendre un apprenti, genre Jade, et lui monter pendant 1 an. Et si je certifie que Jade, elle est apte et a l'air de bien manipuler mon oiseau personnel, je la signe en haut, signe en bas, et elle est éligible elle-même pour faire l'acquisition d'un oiseau de proie si elle a les installations que le gouvernement demande. Donc, si on fait ça short, si tu as un oiseau, un petit oiseau, genre un petit faucon, soit, mettons, un faucon crisserelle, un faucon émérillon, donc un petit faucon, la volière doit être 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Extérieur, chauffé en hiver, de préférence, mais... et si ton oiseau est comme une buse à queue rousse, donc un oiseau quand même assez grand, c'est 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Et si, par exemple, vous voulez un aigle, c'est 30 mètres cubes. Oh boy! Hey, puis un aigle, c'est gros. Bonne chance pour ça. Fait que là, moi, écoute, il y a une différence entre... Je sais pas si quelqu'un va nous écouter du ministère, j'espère qu'ils vont nous entendre. Mais il y a une différence entre écrit puis la réalité, OK? Donc, c'est bien beau dire comme 30 mètres cubes, ça a l'air assez grand pour un aigle, mais la réalité, c'est que plus la volière elle est grande, plus que la vélocité du point A au point B elle est grande. Donc, ça s'est déjà vu ailleurs que plus la volière est grande, plus l'aigle peut aller à l'autre bord et se tuer. Oh oui, se fracasser dans un mur puis mourir. Donc, est-ce qu'on veut vraiment ça? Non. Fait que c'est pas nécessairement, c'est pas obligatoire. Aussi le fait que c'est pas la grosseur qui est importante, sachant qu'un oiseau de proie va voler seulement 10% de sa vie. Le résultat, un oiseau de proie dans la nature est perché sur un arbre puis il fait rien. Il attend qu'une proie tombe en dessous puis il va tomber dessus. Fait que, tu sais, c'est-tu vraiment important d'avoir une grosse volière pour que l'oiseau soit libre dedans? Pas vraiment. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Je suis qui, moi? Fait que, mais je vais juste dire que, tu sais, la réglementation, elle change à chaque, mais c'est un peu comme le gun aussi, là, tu sais, ça change souvent, donc faut se mettre à jour souvent pour être au courant que tes installations présentement sont-ils toujours éligibles, c'est correct? Ouais. Fait que si quelqu'un est intéressé à faire de la fauconnerie, il faut qu'il prenne en considération de construire une volière, acheter l'équipement nécessaire,
Il faut voler avec un système de télémétrie, donc un GPS sur l'oiseau. Donc ça coûte 2000 pièces. Oh boy. Tranquille. Mais l'oiseau ne coûte rien, tu le ramasses dans la nature. Malheureusement, ouais, c'est ça l'affaire. C'est que là, si, mettons, t'as comme deux choix. Là, mettons, je certifie Jade, ben, elle a la possibilité pour son acquisition d'un oiseau, elle peut le faire avec l'achat d'un oiseau en captivité. Parce que oui, il y a des éleveurs, comme tu peux acheter ton chien d'un éleveur, ben, il y a des éleveurs d'oiseaux de proie, tu sais. Fait qu'elle pourrait acheter son oiseau, et ça, les prix, c'est entre 3 000 et 500 000 $, parce que j'ai regardé ça là, en 2020, Forbes ont su qu'il y avait un faucon qui s'était vendu aux Émirats arabes 500 000 $. Wow. Tranquille. C'est tranquille. Fait que tu sais, si mettons, si tous les prix sont, c'est ça. Ouais, c'est mais ça. Mais si mettons, tu veux faire l'acquisition d'un oiseau qui est sauvage à l'extérieur, donc gratuit, le permis pour faire la trappe de cet oiseau-là est de 150 $. OK. Fait que, tu sais, c'est raisonnable, c'est moins cher, mais il faut que tu mettes du bras de coude, du jus de coude pour aller dehors, trouver l'oiseau, puis trapper l'oiseau. Comment on trappe un oiseau de proie? Parce que là, mettons, un raton laveur, j'ai une bonne idée, là. Mais en passant, il n'y aura pas de casse sur la trappe cette saison-ci, les amis. Marcello, t'es pas au courant, mais ça s'en vient. Ouais, ça va être cool. Fait que, Maud, comment tu fais quoi? Tu t'attaches une souris après un arbre, puis... pas loin. Fait que dans le fond, il y a plusieurs différentes formes de trappes. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont déjà fait du bagage, vous en connaissez, là, qui est juste un net. Tu sais, des oiseaux, là, tu peux faire ça. Mais mettons, nous autres, ce que nous, on utilise le plus souvent possible, c'est ce qu'on appelle le balchatterie. Donc, je vous explique, c'est un dôme en screen pesant. Okay. À l'intérieur, il y a une souris vivante. Et le dôme est recouvert de nœuds coulants un peu. Fait que dans le fond, l'oiseau qui va être perché, mettons, sur un arbre, tu lances la trappe de façon incognito, tu t'en vas, mais tu regardes de loin avec tes jumelles, parce que tu ne dois pas laisser la trappe sans surveillance. Tu peux pas laisser dropper ta trappe, puis t'en aller, puis revenir 5 jours, parce que l'oiseau qui s'est fait pogner sa trappe va se faire manger par un coyote, tu sais. Ouais, il va juste rester des pattes, là. Exact. Fait qu'il faut que tu gardes une distance raisonnable, t'attends, il tombe sur la trappe, puis là, souvent, l'oiseau fait ça de même, puis il reste pris dans les nœuds. Donc, la souris ne meurt pas, elle est en sécurité dans le dôme, mais peut-être une petite crise cardiaque, on sait pas trop, là. C'est clair que oui, là. L'autre panique en haut. C'est ça, l'oiseau est pris. Puis, fait que c'est ça. Fait que l'oiseau est pris sur le dôme avec tous ces nœuds-là. Tu arrives, tu prends l'oiseau le plus sécuritairement possible pour pas que l'oiseau te griffe. Comment? Ouais. Fait que dans le fond, je suis un oiseau de proie. Le plus dangereux, c'est les pattes. Ouais. Non. Tu fais juste... Parce que dans le fond, il est pris par les pattes. Fait que le but, c'est que tu pognes les pattes en poulet, là, comme à l'envers. Ouais. Ouais. Puis ton oiseau, t'es en sécurité. Les oiseaux là, sauvages ont extrêmement peur de nous. La seule façon de nous faire peur, c'est de se mettre gros, tu sais. Fait qu'ils vont faire ça avec la bouche ouverte, là. Ah! Puis c'est tout ce qu'il peut faire. Il fige, tu sais, peur de nous, il peut plus rien faire. Tu pognes les pattes, tu sais plus quoi faire. Il est comme, oh boy. Puis ça mord pas avec le bec, ça? Non, ils peuvent essayer de mordre, mais le bec n'est pas si puissant que ça pour faire des dommages intenses, là. On parle pas d'un perroquet. Fait que c'est ça. Fait que tu peux trapper de cette façon-là. Évidemment, hein, pour ceux qui nous écoutent, très important d'avoir le permis en possession de vos mains. Hein, t'as pas le droit de faire la prise en nature si t'as pas ton permis. Là, je veux pas que le monde commence à genre faire ça. C'est ça. OK, je vais y aller, là. Je vais en prendre un permis. Hey Marc, si tu fais ça, je vais y aller avec toi. Mais non, mais faut que ton permis, faut faire avant, là. Ouais, c'est le projet. T'as raison, c'est vrai, ben oui. C'est un projet d'un an de mentorat avant, là. Ouais. Fait que plus que rester avec mon projet Pérus. Je continue mon... j'ai une question qui s'en vient, là. Moi, je te laisse aller, mais j'ai une question qui s'en vient. Continue dans ton cheminement. C'est ça. Fait que là, je vais juste apporter, dans le fond, mon voyage au Nevada, mais si on peut élaborer plus, là, parce que, 6 mois en moins de 1 heure. Oh my god. Ouais. Donc, Hey, Marc, tout de suite, on va le dépasser, celle-là, parce que il va manquer trop de stock, c'est sûr qu'on le dépasse. Laisse-moi aller. Là, la gang, il va être plus long qu'1 heure, celle-là, là. On va vivre avec.
Fait que j'essaie de couvrir le plus possible. Fait que là, mettons, on a couvert de comment donner fauconnier au Québec. On peut faire la prise en nature. Quand je suis allée aux États-Unis, heureusement, dans le fond, j'ai été traitée comme un apprenti aux États-Unis. Donc, comment un apprenti peut faire de la fauconnerie? Eux, c'est directement avec quelqu'un. Nous, ça nous prend 1 an avant l'acquisition pour être certifié. Eux autres, c'est à la minute qu'il y a quelqu'un qui dit « ouais », signe en haut, signe en bas, tu me suis tout le temps et on le fait ensemble. Fait que j'ai eu la chance de le faire conjointement avec un de mes amis, que lui il a fait la même chose en même temps. Donc, on a trappé notre buse ensemble. Fait qu'on est allé en voyage au Kansas en premier, parce que pour ceux qui sont bons avec les couloirs migratoires, Marcello, au milieu des États-Unis, t'as un beau couloir migratoire d'oiseaux en général, là, de plein d'affaires, incluant aussi les oiseaux de proie. Puis, on avait la chance au Kansas d'avoir la possibilité de voir des buses à queue rousse de tous les sous-espèces qui existent. Donc, t'en as des foncés, t'en as des pâles, t'en as des plus beiges, fait que c'est ça, c'était comme magasiner lequel que tu veux. Fait que moi, j'en voulais une foncée. Fait que c'est arrivé qu'on a décidé, il y en avait une sur un poteau, on a pitché notre trappe, elle a tombé. Lorsque, comme je vous expliquais, tu le prends, ben il faut aussi que, on pense souvent à nous protéger nous-mêmes, de pas se faire mal par l'oiseau, mais faut pas oublier que l'oiseau peut aussi accidentellement se faire mal à lui-même. Mais c'est fragile, l'oiseau. Attention. Exact. Là, ça a les os vides, c'est ça qui fait que ça vole, fait que c'est pas fait fort. Là. Exact, on serre pas trop fort, c'est une bonne contention raisonnable, mais pas trop fort, puis tu veux pas briser l'oiseau, puis tu veux pas non plus que lui, il se pogne, puis il se mette à saigner, puis il se tue, ça peut arriver. Fait que là, c'était vraiment comme bien, puis je sais que dans le podcast, s'ils nous écoutent, ils vont pas voir, mais derrière moi, j'ai un chaperon. Fait que ça, c'est des chaperons. Donc, on met ça sur la tête des oiseaux pour enlever, dans le fond, tout ce qui est visuel, tu sais. Ouais. Parce que c'est des oiseaux qui sont extrêmement visuellement orientés. Donc, ils ont pas de sens de l'odorat, vraiment. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment tous les yeux. Donc, imaginez comment c'est traumatisant de se faire pogner dans une trappe. Puis là, il y a un humain géant qui arrive et il vous pogne. Donc, pour éviter tout ce stress inutile-là, le plus rapidement possible, on va mettre ce chaperon-là sur leur tête. Puis là, ils se calment beaucoup plus, puis ils sont beaucoup plus participatifs de juste nous entendre un peu, puis tu sais, comme, OK, ils sont là, puis tu sais, l'adaptation. Ouais. Fait que juste pour vous dire que souvent, ce qu'on pense, c'est qu'un oiseau sauvage va avoir tendance... Souvent, les gens vont penser que les oiseaux sauvages ont tendance à moins bien s'adapter à la captivité, mais c'est pas le cas. Étant donné que ces oiseaux-là, lorsque tu les trappes, ils ont vécu la faim, ils ont vécu la peur, ils ont vécu le froid, ils ont vécu l'inconfort en totalité. Ouais. Là, tu le trappes, tu leur fais extrêmement peur, mais tu leur donnes un lunch par jour. Puis là, ils sont comme, OK, non, mais c'est pas nice, j'ai peur, mais merci. Fait que, ils sont moins, tu sais, ça leur prend un moment de faire comme, OK, mais je vais participer parce que, genre, tu me garantis de la bouffe à chaque jour, tu sais. Contrairement, mettons, un oiseau que t'as acheté d'un éleveur, qu'il a reçu sa nourriture à tous les jours dans une trappe, une chute ou quoi que ce soit dans sa volière, ben, l'oiseau, il a jamais vécu la faim. Fait que quand tu le prends, il est comme genre, ouais, mais non, là. Genre, tu vas mourir, de la bouffe puis, tout à l'heure, là. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, mon oiseau, quand je l'ai trappé, elle, au Kansas, elle se spécifiait de base à chasser les étourneaux dans les bancs d'étourneaux, là, tu sais, on a déjà vu ça. Oui. Elle attrapait des étourneaux, tu sais, genre de la chasse facile, mais, tu sais. Fait que la première fois que je lui ai montré un lièvre ou un lapin, elle était comme, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est non. Donc, il y a eu un moment d'adaptation de lui montrer que, visuellement, cet animal-là est le fun à chasser, tu sais. Fait que souvent, les gens, ils disent, ah, les oiseaux de proie, il a failli pogner mon chien. Souvent, c'est territorial, ils vont pas toucher nos chiens, ils vont pas toucher nos chats, parce que visuellement, un chat ou un chien n'a pas un goût relié avec visuellement un chat, tu sais. Fait que c'est pas vrai qu'ils attaquent nos chats et nos chiens. Ils vont le faire pour territorial, faire peur, mais ils vont pas manger notre chien, notre chat, tu sais. Okay. Fait que c'est ça qui est arrivé au début, tu sais, elle voulait pas chasser des lièvres, pis tu sais. Fait que, elle a été trappée au Kansas, on l'a ramenée au Nevada pour l'entraîner. Au Nevada, on chassait majoritairement
le Jackrabbit à queue noire. Fait que là, aux États-Unis, t'as des white-tail jack, puis t'as des black-tail jack. Qui sont beaucoup plus gros que les lapins ici, hein? Ça se peut-tu? Ouais, c'est des très, très gros lièvres, OK? Puis on dit que plus que t'allais au sud, plus c'était gros. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'ai chassé activement plus au Nevada, mais j'ai réussi à avoir des bonnes prises en Arizona comme en Californie, tu sais. Puis, si t'allais plus en Arizona au sud, il y en a d'autres qui attrapaient genre des 8 livres, des jacks de 8 livres. Ça, c'est bon, ça. Tu fais un souper complexe, ouais. Ça. C'est comme un poulet rôti. Donc, ouais. Fait que, tu sais, j'en ai mangé du Jackrabbit parce que, tu sais, on avait des prises. À tous les jours, on faisait un. Puis, étant donné que mon ami en avait un, fait que lui, il en attrapait un, on switchait d'oiseaux, puis c'était à mon tour, tu sais. Ouais. Fait que par jour, on attrapait comme 2 lièvres, 2 lapins. Fait que, tu sais, j'avais la chance d'en goûter, d'essayer. Ben oui. Très bon. Très, très bon. Selon aussi leur environnement, le goût du lièvre change. Comme par exemple, nous, on avait attrapé des Jackrabbits dans un genre de parc. Aux États-Unis, ils ont ça, là, des fois, des parcs ou des golfs en plein milieu de la ville, tu sais, style Central Park. Mais on a la possibilité de chasser avec un oiseau de proie dans ces conditions-là parce que c'est pas un arme à feu aussi proche des bâtiments corrects, tu sais. Fait que un lièvre qui a été attrapé dans cette condition-là avait une viande beaucoup plus pâle que la viande beaucoup plus foncée du désert où il mange majoritairement des cactus au lieu du gazon, tu sais. C'était vraiment le fun de voir les environnements différents. J'aimais mieux le sauvage. Il y avait un arrière-goût de cactus, vraiment le fun. Cool. Que ça doit. Fait que c'était vraiment le fun de chasser ça. Puis, ben, tu sais, à un moment donné, on est tanné d'en manger. Mais, parce que là, tu sais, ouais. Puis, dans le fond, où est-ce que j'étais hébergée, mon ami avec qui je faisais la fauconnerie, il y a un projet d'importation et de reproduction d'aigles exotiques. Donc, moi, j'étais hébergée là et j'étais pas payée pour vivre là, c'était comme par hobby. Puis je leur remettais, dans le fond, en m'occupant de leur système de conservation projet. Fait à la chasse, lorsqu'on pognait quelque chose, on le donnait aux aigles de projet, là. Fait que c'était plus ou moins pour nourrir, dans le fond, le projet de conservation avec les aigles. Fait que, tu sais... c'était vraiment cool le projet parce que dans le fond, aux États-Unis, les importations d'aigles, c'est très, très réglementé. C'est pas tout le monde qui peut importer un aigle d'Afrique pour le fun. Fait que, tu sais, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont importer des aigles d'Afrique à cause qu'il y a un permis spécial. Et ces aigles-là vont être produits et offerts à des fauconniers comme vous et moi pour avoir cette possibilité-là de chasser avec ces oiseaux-là. Parce que souvent, on pense que tous ces oiseaux exotiques-là sont seulement accessibles par les zoos ou quoi que ce soit, mais eux autres, ils veulent rendre la possibilité au commun des mortels de faire voler ces oiseaux-là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment bien parce que c'est pas vrai que t'es obligé d'être un génie pour faire ça. Parce que, comme il y a du monde qui vont écouter ça, ils vont dire genre, ouais, il faut que tu sois vraiment bon en entraînement. D'ailleurs, ça doit être une de vos questions. C'est-tu difficile à entraîner? Pas de J'aurais plus de questions. Non? Ok, ben pose-la. Mais là, j'imagine, il doit y avoir une réponse de laps de temps, mais la première fois que tu prends Tweety, puis que tu le sors dehors, puis que tu lui fais une volée, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu arrives à cette étape-là, comment est-ce que tu dis que tu es prête, que Tweety va revenir, sinon, si ce n'est qu'il se barre, puis il revient jamais plus, puis que ce voyage-là au Kansas, ça a été tout fait pour rien. Oui, ben c'est absolument une bonne raison, c'est que c'est 100% du renforcement positif, tu sais. Fait que on joue beaucoup avec le renforcement positif et on joue aussi avec envie de manger. Fait que tu sais, moi là, si j'ai mangé un gâteau au chocolat là, j'ai pas envie d'avoir ton petit bout de biscuit, tu sais. Fait qu'on va jouer avec la faim, on va jouer avec tu sais les heures de nourriture. Fait que dans le fond, on va leur donner un peu faim pour qu'ils mangent notre bouffe qu'on leur demande de donner. Fait que là, ça va fonctionner avec le renforcement positif, puis la routine, puis la distance, tu sais. Fait qu'on commence par 1 pied, 2 pieds, tu sais, de jour en jour un peu plus long, avec une corde à l'extérieur, puis à un moment donné, on coupe la corde. Mais ça va toujours jouer avec l'intérêt envers la nourriture. Tu l'attaches avec une corde, en fait. OK. Tu veux, ça répond à ma question. Fait qu'on l'attache avec une corde, puis la corde, elle s'allonge avec la routine qui embarque, tu sais, puis l'assurance qu'on sait qu'il va revenir. Puis à un moment donné, quand on le sait, tu sais, je sors la bouffe, je lui montre, il vient,
on l'essaye, let's go. Fait qu'on relâche tout, puis on voit advienne que pourra, tu sais. Fait que c'est vraiment vraiment comme je dis, c'est, tu sais, le monde pense vraiment que c'est difficile, mais c'est des reptiles volants. Donc c'est très très basic comme pensée. Ils pensent pas plus loin que le moment présent de ce qu'ils se demandent de faire, là. Tu sais, puis moi, ce que j'aime des oiseaux de proie, c'est ça, cet aspect-là, c'est que tu sois un homme, que tu sois une femme, il n'y a pas de discrimination, il va t'haïr de toute façon. Cool. J'en veux un. Il n'y a pas d'amour, là. On va se dire les vraies affaires. Ils nous aiment pas. Tu vas lui donner de la bouffe, puis t'es juste là pour être un frigidaire qui aide à trouver d'autres choses, tu sais. Puis, mais... Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mais, tu sais, c'est comme, c'est la réalité, puis je veux pas mentir à personne, là. Ils nous aiment pas, puis ils t'aimera pas, puis c'est tout. Mais c'est ce que j'aime pas de faire chez des les câlins dans oiseaux le de proie. cou, là. Mais non, mais on va voir ça sur Internet, là. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui ont vu ça, là, des vidéos sur Internet d'oiseaux qui se font flatter puis qui ont l'air d'aimer ça, mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Ah, mais ma cousine, elle avait un oiseau jaune qui était tout le temps après, là. Ouais, on fait ça un perroquet, là, c'est différent. Non, ben, pas un inséparable, ou un... Ouais, c'est un perroquet. C'est ça, c'était jaune. Mais les perroquets, dans l'évolution, ont un côté beaucoup plus sociable et, tu sais, une hiérarchie. Puis, tu sais, c'est comme bien plus comme au-delà de la chose, là. Tu sais, tandis que les oiseaux de proie, comme je vous dis, c'est un serpent ou un lézard volant. Là, c'est très basic. OK. C'est faut vraiment oublier comment que l'humain pense puis comment que les autres animaux pensent. On recommence à zéro avec l'entraînement d'un oiseau de proie. Puis comme je vous dis, ça pense pas plus loin que ça, là. Si ça marche pas, c'est parce que ton chandail était rouge puis il a eu ton chandail. Tu sais, c'est faut juste réfléchir un peu plus, puis c'est ça, tu sais, comme on parle un peu, tu sais, j'ai un chien maintenant, tu sais, j'ai pas en ce moment en ma possession un oiseau, mais des fois j'y pense, on recommence pas, mais j'ai fait l'acquisition d'un chien. C'est mon premier chien à vie. J'ai jamais eu de chien avant, je savais pas comment ça marchait. Puis là, en plus, il faut que je fasse un chien de chasse avec ça. Fait qu'au début, ça semblait très extrême pour moi, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Puis finalement, à la longue, je me suis juste rendu compte que c'est comme un oiseau de proie. Fait que j'avais la base en entraînement. Lui, il t'aime. Là, je sais de quoi je parle. Lui, il t'aime. C'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, pourquoi? OK, fait que là, tu sais, tout à l'heure, on parlait les avantages et les inconvénients de la chasse avec un oiseau de proie. Ton taux d'efficacité à la chasse est nul. C'est pas bon, là. C'est comme... Si tu penses remplir ton frigidaire avec ça, genre, revisite, là, c'est pas vrai. C'est vraiment plus l'expérience au-delà de ce que tu vas ramener dans ton frigidaire. Ça me donne le goût. Dans le fond, Maud, faut pas lâcher sa carte Costco, là. Continuer sa carte Costco, ben. Ah ouais, genre, pour vrai, genre, tu sais, comme, le tofu, ça coûte pas cher, là. Le tofu, il court pas vite. Let's go! Clairement pas. Fait que c'est ça, fait que tu sais, le taux d'efficacité à l'achat, c'est pas bon. Il t'aime pas. Il t'aimera jamais. Fait que tu sais... Excusez. Fait que tu sais... Non, mais tu sais, si on veut ce podcast-là... Quelle belle idée! Une relation de haine qu'on va travailler ensemble. Quelle belle idée! Mais le pire, c'est que c'est ça l'affaire. C'est que moi, là, tout ce que je connaissais dans ma vie, c'était ça. La haine mutuelle. Tu sais, comme... Cool. Ah, parce que fait que quand j'ai tombé avec un chien, ouais! Puis là, je tombe avec un chien qui m'aime, je comprenais pas trop, là. J'étais comme, OK, comment ça marche, un chien? Comment ça, il m'aime en échange que moi, je l'aime? Ça a comme pas de sens, tu sais. Fait que, tu sais, je préfère comme dire aux gens, tu sais, arrêtez de vous penser que tout beau, là, c'est pas beau, là. Mais c'est correct de dire les vraies affaires, parce que... le permis, le taux d'efficacité qui est pas bon, tu sais. Mais, comme je vous dis, c'est au-delà, c'est de l'expérience de le faire, tu sais. De dire, genre, j'ai entraîné un animal sauvage à travailler en équipe avec moi pour pogner quelque chose ensemble. Fait que ça, c'est vraiment très cool, tu sais. Vraiment. Puis, sauf qu'il t'aille. Je trouve que... Oui, t'aimes ça. Sauf que l'avantage avec ça, c'est que moi, j'ai appris la chasse avec un oiseau de proie. En pognant jamais presque rien. En travaillant trop fort pour absolument rien. Fait que quand je suis tombée avec « tu me donnes un gun », j'ai fait « oh my god, c'est facile ». Ouais.
Fait que tu sais, je veux dire, oui, ok, pour ceux qui nous entendent, je chasse pour l'instant, c'est ma première année, je chasse juste la perdrix pour l'instant, le petit gibier. Mais c'est correct, c'est parfait ça. Une belle chasse. Moi j'adore ça. Oui. Puis comme plus que je chasse la perdrix, plus que j'aime la perdrix, je trouve que c'est un oiseau magnifique. Plus que j'apprends sur son comportement, plus que je sais où est-ce que je la retrouve. Maintenant, je suis rendue au point que je fais juste dropper mon chien, puis on a assurément parce que j'ai étudié son comportement, son secteur, ce qu'elle mange, où ce qu'elle se retrouve, tu sais, parce que je l'aime, tu sais. Fait que le monde qui vont dire genre ouais, tu tues ce que t'aimes. Ouais, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est pour une question de respect aussi là-dedans. C'est pas juste de tuer quelque chose, c'est pour la suite des choses, se nourrir. Oui, je connais aucun chasseur qui déteste ce qu'il chasse. Il y a personne qui déteste qui chasse. Fait que c'est la même chose avec, mettons moi avec la perdrix. Mais oui, quoi? Oui? C'est dans le politically correct. Mais regarde, je chasse quelque chose l'hiver, je chasse même 2 gibiers l'hiver que je déteste. Effectivement, un peu comme toi avec ton oiseau qui est la corneille, pour une raison que c'est un oiseau pilleur sur les nids des oiseaux, dont la sauvagine, et les fameux coyotes, je les respecte quand même, mais je les chasse par plaisir parce que je les aime pas, honnêtement, parce qu'ils attaquent les chevreuils et tout, donc c'est pour la cause. Mais ça se fait dans... Mais ça, j'allais dire, c'est de la déprédation. Fait que ça, c'est comme une autre, je pense, catégorie de chasse. Là, ça entre dans un volet. Mais tu sais, je pense que tu sais, la sauvagine que tu pratiques, je pense que bien entendu. C'est par respect. J'adore ces oiseaux. Je leur donne beaucoup de respect, même. Il y a un acteur qui est passé à Tout le monde en parle. Oh, excuse-moi. Il y a un acteur qui est passé à Tout le monde en parle puis qui en a parlé de ça. C'est un gars qui chasse. Là, j'oublie son nom, puis je me trouve pas, parce que je le suis avec Québec Hunter, puis il me suit vice-versa. Excuse-moi, Buddy, si tu nous écoutes, j'ai oublié ton nom. Mais, puis c'est ça qu'il disait, il dit, c'est contradictoire, mais parce que il s'est fait pas reprocher, mais poser la question, la même chose. Tu sais, tu dis que tu les aimes, mais pourtant, tu finis par tirer dessus, puis les tuer. Puis, c'est dur à expliquer. Faut que tu chasses pour comprendre cet amour de la bébite-là, peu importe la bébite que tu chasseras, parce que, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a la viande qui vient avec, puis le respect, puis il y a la question de dire est-ce que tu dis merci ou c'est hypocrite de dire merci parce que tu as tiré dessus, puis elle n'a rien fait pour toi, cet animal-là, mais c'est de chasser, puis la passion pour le temps que tu passes à faire cette chasse-là, parce qu'on s'entend que le bout de tirer dessus, c'est une fraction du temps, là. Tu sais, si tu vas à l'Orignal puis tu fais 7 jours à l'Orignal, tu réussis à récolter, ben ça a peut-être duré 1 heure, 2 heures la traque, puis le bout où tu tires, mais ça prend 0.1 seconde, là, de tirer là-dessus. Fait que toute cette passion-là d'être avec les animaux, de les voir évoluer. Tu sais, Marcello, quand on voit la sauvagine, là, Loi qui est venu samedi, là, c'était beau à voir à maudit, là. Il a ouvert ses ailes, puis quand ça a commencé à tirer, quand c'est marculé dans le vent, tu sais. Oui. Mais on finit par tirer dessus pour évidemment la tuer et la manger. Fait que c'est dur à expliquer, mais il faut que tu le fasses pour le comprendre, je pense. Oui, effectivement. Parenthèse, là. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'on parlait, tu sais, comme, tu sais, pour en revenir aux oiseaux de proie, puis tu sais, aimer ce que tu chasses avec les oiseaux de proie, il y a aussi, tu sais, il y a aussi on parlait de, tu sais, ce qu'on tue, on l'aime. Il y avait des exceptions. Il y a une exception que j'ai eu la chance de voir en Ontario, qui est légal de pouvoir chasser, l'écureuil. Donc, ici au Québec, on peut pas chasser l'écureuil. Non. Ça fait juste 18 ans que la demande est en attente. Ça fait juste 18 ans. Ben, moi, j'aimerais ça parce que je serais curieux d'en voir. Mais c'est ça. Fait que en Ontario, c'est légal. Donc, j'ai eu la chance d'aller joindre des Ontariens et amener mon propre oiseau là-bas, puis chasser à l'aide d'un oiseau de proie. Mais l'écureuil, tu sais, j'ai pu l'expérimenter. Puis une buse à queue rousse et l'écureuil gris, là, c'est un combat fair and square. C'est vraiment le fun parce que c'est pas un gibier qui se laisse faire. Ben non, ça ton oiseau en échange. Il peut blesser ton oiseau, donc tu dois te dépêcher le plus rapidement possible pour aider ton oiseau. Ça aussi, j'ai entendu des chasseurs qui disent « Ah, je serais jamais capable de tuer rien à main nue. »
devenez pas fauconnier. Parce que faut que finisse. quand l'oiseau l'arrête, c'est toi qui fais le reste, tu sais. Fait que on dirait qu'il y a comme une coche dans mon cerveau que j'y pense pas, je pense juste au bien-être de mon oiseau avant tout, tu sais. Mais oui, ça vient avec tuer l'écureuil par compression thoracique, là, donc techniquement ça compte comme une façon éthique de rendre l'homme. Fait que c'est ça, j'ai eu la chance de chasser l'écureuil là-bas et d'en manger en passant. Hein? Pour ceux qui sont intéressés, ça goûte bon, il y a un goût de noix. C'est bon, pour vrai c'est correct, c'est bon. Parce que sinon, tu revisiteras les bons vieux livres de Jeanne Benoît, là, une coupe de bonnes recettes d'écureuil. Ouais, je les ai pas, mais je fouillerai. Mais d'où je vois ça, pourquoi pas? Les recettes aux États-Unis, là, c'est comme super populaire. Là. Ben oui. Puis là, il y a des millions de recettes. Là. Moi, j'étais un grand fan de Meat Eater, que je suis la gang, puis l'idée du podcast vient de leur podcast, puis c'est pas une cachette, là. Oui. Puis eux autres, là, à tout bout de champ, ils font des recettes d'écureuil, là, puis là, ça chicane sur la façon de le plumer le plus vite, puis tout ça. Puis je trouve tellement que c'est une chasse que tu fais juste pour le fun, parce que la quantité de viande que tu vas générer de ta chasse ne vaudra jamais le poids. Si tu dis que tu fais ça pour manger, tu fais vraiment juste ça pour le plaisir. Fait que, ça a l'air le fun, là. Ça a l'air d'être un beau passe-temps, là. D'ailleurs, Simon, écoute, on en a fait des voyages de chasse ensemble. On a fait l'ours, on voulait faire l'Ouest canadien. Mais tu sais quoi, faudrait réfléchir peut-être à mettre l'écureuil aux États-Unis. Ça serait nous autres, ça. Aller à l'écureuil en Arkansas. Ben, j'ai d'autres plans pour nous autres, là. OK, c'est bon. Suis tes plans, mais là, c'est à la table, celle-là. Pour en revenir à ce que tu disais tantôt, l'invité à Tout le monde en parle, c'est Fabien Cloutier. Je suis allé sur le web vite Merci, à Marc. Salut, Fabien. Je pense qu'il nous c'est écoute. Fabien Cloutier, oui, qui est chasseur. Ouais. Continue avec ça, Maud. On t'a encore une fois interrompu. Mais si vous parlez, tu sais, d'écureuil, tu sais, comme on a la chance d'être direct à côté, puis on peut, en plus on est à l'est, toute l'est des États-Unis, toute la côte, tu sais, des Appalaches là, c'est super le fun pour les écureuils. Fait que tu sais, peu importe ce que tu vas, tu trouves un autre gibier qui vous intéresse là, on pense beaucoup à l'ouest pour, mettons, la sauvagine, la grue ou quoi que ce soit, tu sais, pour le upland en général. Là. Oui. Mais va dans l'est, là, il y a du Bob White, là, la caille Bob White. Puis c'est ça, il y a des sortes de cailles un peu plus difficiles à trouver. C'est comme plus extrême encore, mais puis moi j'irais chasser la Gélina tupée aux États-Unis, Michigan, tout, puis faire de l'écureuil en même temps, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça l'avantage avec les médias sociaux, c'est que tu peux te faire des amis partout, dans une passion commune, tu sais, fait que... As-tu une histoire à nous raconter là-dessus que tu nous as conté avant le podcast, maintenant? Oui, donc, moi, Maud, je ne savais pas que vous étiez lié avec l'Instagram, mais tu sais, parce que je suis pas smart, là, parce que c'est le même nom. Mais, Tu l'as appris à soir, là, que Québec Hunter, c'était le même que Québec Hunter. Je m'en vais à le podcast, eux autres, c'est donc bien vrai. Le logo, ça. Ben c'est ça, fait que ça faisait un moment que je suis Québec Hunter sur Instagram, puis avant, ben tu sais, je chassais avec un oiseau de proie, puis tu sais, je l'ai fait pendant 6 mois de temps aux États-Unis. Ça avait pas vraiment rapport au Québec, mettons. Fait que je voulais pas poster, je voulais pas taguer, je voulais pas qu'on me repose, puis j'avais pas rapport. Fait que là, j'ai commencé à chasser avec un gun, puis je me sens plus comme OK, là, je fais partie du Québec, j'aimerais ça apprendre plus sur les chasseurs québécois, j'aimerais ça me faire des amis québécois, puis tout. Et j'ai la chance de suivre Québec Hunter qui repose des Québécois chasseurs. Quand il y en a un que je trouve que leur photo est belle, la personne a l'air le fun à qui parler, ben, je vais le follow en échange. Puis c'est arrivé que, je pense qu'il s'appelle Jérémy, il a été reposté sur votre page, il chasse la corneille à Granby. J'y ai écrit. C'est un truc qu'il y en avait beaucoup, là. Ouais. Sur sa photo, il y avait un grand nombre de... Ouais. Ouais, fait que ça avait l'air d'un bon chasseur efficace, puis je suis genre, moi, ça me ferait plaisir d'y aller avec, puis d'apprendre grâce à cette personne-là. Puis c'est grâce à votre page Instagram que, tu sais, je me fais des amis dans ce monde-là. C'est beau. C'est vraiment cool. C'est beau entendre ça. Fait que, le fun. Fait que, non, c'est vraiment le fun de la communauté.
c'est une belle chasse puis un bon geste d'aller faire de la déprédation à corneille comme ça. On ira pas trop dans les détails, on y reviendra, mais ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Chaque corneille que tu vas éradiquer pour un certain nombre d'oiseaux, que ce soit la sauvagine, des oiseaux domestiques, des nomme-les, là. C'est vraiment une belle chasse intéressante. C'est sûr que j'aimerais ça le faire. Tu sais, comme je dis, je viens de commencer, fait que j'apprends graduellement. Puis ça serait, j'ai rien contre le coyote. D'ailleurs, il y en a 2 qui ont attaqué mon chien cet été, en plein jour. Donc ça m'a comme un peu pincé le cœur. Puis j'ai pas aimé ça. Fait que là, j'ai envie de faire une petite job, là, mais... De plus en plus fréquent ces dernières années. De plus en plus. Ouais, c'était épeurant d'avoir à charger physiquement de plein corps un coyote de corps, là. J'ai pas aimé ça, mais bon, gars, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Sinon, c'est ton chien qui se fait pogner en sandwich entre 2 puis il meurt, là. Fait que, c'était quand même gros comme canidé, là. Fait que c'est ça. Moi, je crois pas aux coilous en passant. Fait que là, je sais que ça va créer des scandales, là, mais les coilous n'existent pas, je l'ai dit. Voilà. Mais c'était des très gros coyotes que j'ai vus. Fait que, sont gros. Fait que je peux croire quelqu'un qui va dire un coilou, tu sais. Il y en a des gros, là, tu sais. Fait que, c'est des questions génétiques, ouais. Maude, question, conclusion. T'aurais des derniers conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la fauconnerie? Joindre le club avant tout. Première affaire, aller rejoindre l'association québécoise de fauconnerie de Tourcier. C'est de là que vous allez vous faire des contacts et trouver votre mentor. Vous allez aussi pouvoir avoir une piqûre et voir, tu sais, sans avoir à investir l'argent. Fait que, tu sais, vraiment, ça vaut vraiment la peine de joindre ça. Quelqu'un qui veut commencer. Dans le temps, je voulais pas de chien de chasse. Parce que, oui, en passant ça, on n'a pas parlé, là, mais bon, petite parenthèse, on peut chasser avec un oiseau de proie et un chien ensemble. En équipe, là. En équipe. Donc, mettons, tout dépendant de la race du chien et ce que tu veux chasser, parce que c'est aussi ça qui est important pour ceux qui nous écoutent. C'est quoi tu veux chasser? Avant tout, avant de décider quel oiseau tu veux faire l'acquisition, qu'est-ce que tu as comme gibier accessible autour de toi, c'est vraiment la priorité. Fait que tu sais, si par exemple, chez vous, tu as plus accès à la sauvagine et en plus, tu as déjà un chien entraîné comme un labrador pour flusher puis aller chercher ton gibier, prends-toi un faucon qui va aller en altitude, va fracasser la sauvagine et ton chien va aller le chercher. Travail d'équipe ensemble, les deux, c'est vraiment le fun. Fait que de savoir qu'est-ce que tu veux chasser, c'est vraiment la priorité de savoir quel oiseau tu veux. Fait que je veux bien... Tu sais, demain matin, tu veux un faucon pèlerin, mais tu vis pas dans une situation qui va te permettre de faire voler un faucon pèlerin sur ta sauvagine. Tu prends pas ça. Tu sais. Fait que... Mais je pense que quelqu'un qui va entraîner... C'est ça, je voulais pas de chien de chasse avant. Puis le chien de chasse me fait comprendre beaucoup de choses sur l'entraînement qui était comme de mise avec l'oiseau. Fait que je pense que quelqu'un qui voudrait avoir un oiseau de proie devrait avoir un chien de chasse avant d'avoir un oiseau de proie. Okay. Et faire l'entraînement complet d'un chien de chasse, soit un pointeur, un flusheur, peu importe c'est quoi. Et ça va vraiment donner un plus, surtout aussi pour la personne qui va vous mentorer. Si la personne voit que tu as mis l'effort sur ton chien qui est exceptionnel à la chasse, vont avoir beaucoup plus de facilité de te signer en haut, signer en bas parce que tu as déjà le partner avec le faucon, tu sais. Fait que ça pour vrai. Moi, si un jour j'ai un oiseau à nouveau, ça va être un oiseau qui va être partenaire avec mon chien que j'ai déjà entraîné pour la chasse. Là. Fait que je pense que le chien te start vraiment comment comprendre l'entraînement du renforcement positif. T'sais, j'en parle avec des gens sur les forums de chasse. Ils viennent m'écrire, ils voient mes posts avec mon chien. Ils font comme genre, ils me posent des questions sur leur propre entraînement de leur chien et je sais déjà qu'ils peuvent pas avoir un oiseau de proie. Mon chien jump ses comptoirs, comment tu vas faire pour que ton oiseau se toupe sur de la sauvagine? Je vais juste dire ça comme ça. Comme... J'en fais partie, moi, Simon. Écoute, Jazz, il passe de corneille à pigeon, à bernache, à toutes les sortes de canards. Lui, il n'a pas appris à faire la différence à rien. Je ferais pas une équipe avec le oiseau à mode. Là. Il va te ramasser l'oiseau à mode en pensant qu'il vient de faire une belle action. Il y a une différence entre l'odeur, tu sais.
Un chien qui est bien balancé dans sa tête va faire la différence. Moi, mon chien, je trouve que même s'il y a 1 an et demi qui est tweet as fuck, il est vraiment clueless. Des fois, il m'énerve, j'ai envie de le tuer. Je l'aime plus que ma propre Bienvenue dans le monde de chien. C'est weird, genre, c'est comme t'as envie de le battre, mais en plus, t'as envie de le squeezer tellement fort parce que tu l'aimes plus que toi-même. C'est bizarre. Oui. Fait que, mais c'est ça. Attends d'avoir chien, des enfants. Il va avoir un autre chien avant d'avoir un enfant. Mais pendant que j'avais mon bébé Poppy chien, j'avais une crisserelle d'Amérique en ma possession. C'était mon oiseau de fauconnerie. J'ai jamais réussi à faire quelque chose avec parce que j'ai déménagé en Gaspésie et mon gibier que j'avais accessible en Gaspésie n'était pas adapté pour un petit faucon de cette taille-là qui peut s'adapter à l'urbanisation puis les villes, tu sais. C'était un petit faucon à peu près gros comme ça. Et elle vivait avec nous, là, tu sais. Puis à chaque fois qu'elle criait, à chaque fois qu'elle ouvrait ses ailes, il y avait peur. C'était non, là, c'était comme... Puis j'avais peur que ça fasse qu'en bout de ligne, il ait peur, tu sais, du gibier qu'on va chasser, ou, tu sais. Et ça avait aucune incidence. Il savait qu'il y avait une différence entre un faucon puis une perdrix, tu sais. C'était vraiment comme... La perdrix, je peux la mettre dans ma bouche puis l'amener, mais le faucon, s'il me regarde trop longtemps, je pisse à terre, là, tu sais. C'était comme... Oh! Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens... Du courage, gros courage. Tu sais, comme, mettons, tu sais, je l'avais sur un perchoir, puis il voulait pas rentrer dans sa cage parce qu'elle était comme... Elle le regardait. Fait que, tu sais... mais il y a des chiens plus... tu sais, avec plus de drive, là, tu sais, comme les drators et les dracs allemands, que eux peuvent avoir cette incidence-là de ne pas avoir de respect pour l'oiseau. Ça s'est déjà vu aux États-Unis, je connais du monde que le chien faisait juste courir dans l'oiseau, dans le gibier, puis c'était aucun respect. Fait que, tu sais, faut vraiment que tu saches, dans le fond, coordonner ton chien, ton gibier, ton oiseau, ensemble, en équipe. C'est vraiment un orchestre symphonique de chasse. C'est beau. Vraiment. Voilà, fait que ça serait une bonne conclusion sur le fait que prenez-vous un chien, c'est vraiment plus nice. Hey, ça, c'est bon comme conclusion. Ça, c'était bon. Au moins, t'as de l'amour en retour si t'es pas capable de le dresser. Exact, tu sais, ça va être ton meilleur ami. S'il y a quelqu'un que ça y tente, faut qu'il se joigne à l'association. Tu veux-tu redonner le nom, s'il te plaît? AQFA, donc l'Association québécoise des fauconniers et des autoursiers du Québec. Bon. Et de là, pour avoir accès à toute l'information, puis surtout la réglementation pour faire ça comme il faut. Exact. Si jamais le podcast d'aujourd'hui, après vous êtes fait dire de prendre un chien, vous donne le goût d'être fauconnier, quand même, s'il vous plaît, tenez-moi au courant, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est la même chose que le Québec Hunter sur Instagram. À Maud. Puis, oui. écrivez-moi, puis dites-nous envoyez une photo de votre faucon ou de votre aigle à tête blanche. On pourra suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Oui, si jamais... je vais faire malheureusement ma job de casser le party, mais avant ça, je vais faire quelque chose. Les filles, je sais que Jade a un griffon cortal. Je sais que Maud, tu viens de nous parler de ton chien, mais qu'on en a juste effleuré le sujet. Ma copine est propriétaire d'un griffon cortal, de nombreux de la clientèle et des auditeurs. Le beau jazz. On va réfléchir quelque chose à peut-être faire si ça vous tente, si vous êtes partante, directement pour cette saison-ci, un autre podcast. Cette fois-là, on abordera nos chiens, justement. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. On a Jade qui va aller chercher l'histoire de nos griffons, à moi puis elle, toi. Maud, c'est quoi juste la race comme ça? Bon, c'est un Springer. Non, c'est un anglais, mais un American Springer. Américain. OK. Non, américain, 7 heures anglais. Oui. OK. Je vous lance ça dans le podcast comme ça. On raisonne à ça, puis on s'assoit, puis on se reparle. Jade, un gros merci pour ce podcast-ci. Tu arrives toujours avec comment je te dirais, une façon de t'exprimer beaucoup plus délicate et ça coche que moi puis Simon. Ça a été cool. Merci pour l'histoire. Merci pour toute l'authenticité et l'importance que tu as apporté à ça. Maud, même chose. Bravo. Vraiment. Écoute, ça fait il y a eu 2 personnes dans toute l'histoire des podcasts que je me suis assis, puis que j'ai presque pas parlé, puis que j'écoute. Il y a eu Charles Doris, de par son expertise. Ouais. Tu as été la deuxième, ma chère, que je t'ai assis. C'était vraiment intéressant. J'étais comme,
Je pose pas de... J'écoute, je ne pose pas, j'écoute, c'est tout. Félicitations pour ça, ça a été un super bon podcast. Simon, je te donne le mot de la fin. Merci, March. T'as très bien dit. Maude, bravo pour ta passion. Ça paraît, puis c'est cool. Jade, je te dirais la même chose. Bravo pour ta passion, ton professionnalisme. Tu as fait une super belle recherche. J'ai encore plus hâte au podcast sur l'histoire de la chasse au Québec avec toi. March, le podcast sur les chiens, je dis oui à 2000%. On refait ça. On check l'enregistrement pour après le temps des fêtes parce que là, on a peut-être 2-3 autres. Oui, on approche. En 6 décembre, on approche. Mais mot de la fin, merci. Les faucons, ça vous haït. C'est beau pareil. Achetez-vous un chien. Achetez-pas un chien. Hein, c'est fun. Ça aime ça se faire gratter. Le mot de la fin, that's it. J'espère que vous avez aimé ça, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Un gros merci. Bonne soirée, les filles. Ben, merci. Bye.